OK. Eh ben, on est parti. Donc du coup, 1 question pour celui qui veut. Il y a juste à lever la main ou poser la question. OK, c'est le temps que ça se lance. Personne n'ose poser la première question? Ah, non, du coup, hop, ah bah, alors, je vais commencer par une question dans le chat. Est-ce qu'il y a moyen que j'aille sur le NAS sur les 3 dernières semaines et dire, quand il fallait trader et quand fallait pas trader? OK, excellente question. Alors, partager le graphique. OK. Bon, on va aller sur le NAS. Bon, par contre, c'est assez large. Les 3 dernières semaines, hop, parce que le NAS, le plus gros souci, c'est que tout le monde veut trader les reversals. Donc les 3 dernières semaines, ça fait quand même, du chemin. On voit que le prix, il est bullish, tout le temps. Sur les indices, honnêtement, le plus intéressant, c'est de choper des buys. Après, en intraday, peut y avoir des ventes. Mais, ta question, elle est assez complexe finalement à répondre, même si c'est plutôt intéressant. Si je me mets, si je me mets en replay, en replay n'importe où, hein, hop, je vais mettre ça ici, comme ça. OK. Là, si on prend le temps de regarder au niveau du graphique, on peut voir qu'on a effectivement ici potentiellement un niveau qui peut intéresser du monde. Et il a pas créé de BOS ou quoi que ce soit, il y a rien de pertinent, donc là tu as pas de data. Hem, Moi je peux avancer le graphique, tant que tu veux, mais ça va pas forcément aider parce que quand trader et quand ne pas trader, on fait, de l'intraday, on a plus besoin de savoir est-ce qu'on a du monde? Là, par exemple, de ce que je peux voir, on voit qu'on a eu des réactions. Bah, pourquoi pas, si on est venu saisir ici, qu'on a créé un price action on est toujours bullish, hein, on n'a pas eu de BOS, enfin de shosh, rien de pertinent, possiblement du monde qui achète, je dirais bien dans ces niveaux, quelque chose comme ça. Bah, là, peut-être que tu as de la data qui te permet de prendre un trade. La question, c'est pas forcément sur les 3 dernières semaines, c'est, non, tu vois, il y a rien d'intéressant, c'est après et une fois que là, on a saisi, hop, là, on peut repartir à la hausse. Donc en fait, pour répondre à ta question et en fait, ça va pas être une vraie réponse, c'est que tu as besoin d'avoir de la data. Tu as besoin d'avoir du monde qui vend, qui achète et s'il y a rien de clean, s'il y a rien de fluide, bah, dans ces cas-là, c'est juste de t'abstenir. Là, concrètement, à quel moment fallait pas trader sur le NAS? Bah, en soi, quand tu as un prix qui est dégueulasse, est-ce que je peux trouver des exemples de price action qui sont assez dégueulasses et sur lesquels on n'a pas grand-chose à faire? Non, là, la vente, elle était cohérente. Là, par exemple, dans tout ce price action ici, bah, c'est moche, tu as pas de structure qui se dessine et tout. Ah, il y a rien d'intéressant pour se positionner. Donc c'est vraiment plus des contextes, des moments où le prix est laid et c'est toujours plus simple de le voir les choses. Tiens, exemple parfait, ça, ça se trade pas. Ça peut se trader, mais pour ma part, j'y touche pas. J'y touche pas, c'est pas clean. À mes yeux, c'est vraiment pas clean. Donc ouais, attends, je vais juste vérifier, tu peux ouvrir ton micro ou pas, Chris? Déjà, bonjour ou bonsoir à tous. J'espère que vous Salut. allez bien. Ouais. Du coup, Euh, vas-y, ouais, par rapport à ta question. j'ai dit 3 dernières semaines, c'était pour que ça soit un peu plus, tu vois, aléatoire, mais concrètement, je voulais savoir que quand il fallait ou ne pas trader, c'était quand les prix étaient constamment en expansion haussière. Alors, quand le prix est constamment en expansion, c'est pas forcément dérangeant. Je vais te le montrer sans aller sur le graphique, mais si tu as un prix qui est en forte expansion, qui monte, qui monte, qui monte, sur le moment, toi, tu as rien à faire. Par contre, quand il commence à ralentir, à créer de la structure, là, par exemple, ce genre de choses, admettons, on avait un order block ici, dans lequel le prix retape et ainsi de suite, bah, rien ne t'empêche, si on vient casser la structure à la baisse, tu sais que du monde va certainement vouloir se positionner ici. Et les personnes qui avaient pu acheter pour suivre la tendance se sont fait liquider. Donc là, on peut avoir un intérêt à prendre l'achat pour suivre la tendance. Mais comme je te dis,
Il y a des price actions. Tiens, d'ailleurs, tu vois, ça a été le cas, même si c'est relativement dégueulasse. Ça, là-dessus, Mmh. toi, tu as rien à faire. OK? Là où ça peut devenir intéressant, c'est, tu vois, ici, on a cassé, du monde veut potentiellement acheter là-dedans. On n'a pas réellement de réaction, c'est ce qui m'ennuie un petit peu. Mais ici, prendre un achat pour continuer le mouvement, c'est pas déconnant. OK? OK, Donc en fait, OK. tu as besoin d'avoir de la structure. Les moments où il faut pas trader, c'est quand tu as pas de structure, visible, vraiment visible, quelque chose de flagrant et quelque chose que tu comprends. Ça, c'est hyper important. De comprendre ce que tu trades et je crois que c'est le plus important. OK? D'accord, d'accord, je comprends. Ça marche. Hem, alors ensuite, je vais prendre dans l'ordre, attends, je vais agrandir un petit peu ça, parce que la fenêtre est trop petite. Jordan, première question, du mal à identifier quand il y a plus de vendeurs ou d'acheteurs pour pouvoir choisir le moment où entrer en position. Pour ça, tu as besoin de comprendre comment fonctionne la masse. Bon, il y a un exemple sur le NAS et d'ailleurs, je crois que c'est, Thomas qui était intéressé par cette vente et si tu regardes par rapport au prix, tu as besoin de voir des structures viables, OK? Donc là, par exemple, on casse et tu vois que le prix n'offre pas de réelle réaction au niveau de ses lots, donc c'est pas le plus pertinent. Ici, on remonte parce que comme on a BOS, on a bien du monde qui se positionne en vente ici. On casse avec rapidité, ça laisse une mèche dégueulasse. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, les mèches, ça pue, mais pas sur le moment. Sur le moment, il peut y avoir un intérêt. Mais on voit qu'on a tout un price action qui est bearish. Le prix remonte, offre à nouveau des réactions, toujours dans ces niveaux. Bah, tu peux considérer que tu as du monde qui vend jusque-là. Et à partir de là, quand tu regardes, là, on saisit les vendeurs, on peut couler. Donc le moment, où savoir s'il y a plus de vendeurs ou plus d'acheteurs, c'est vraiment en regardant comment fonctionne la masse, donc en comprenant comment fonctionnent les différents styles de trading. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Jordan? Probablement. Heu, ouais, c'est ça, faut que tu sois plus attentif. Bah, comprends comment fonctionne la masse. Si tu reprends la vidéo que j'ai faite sur les liquidités, tu as déjà les grandes lignes des différents styles de trading, les styles de trading majoritaires, heu, que ce soit toutes les stratégies breakout, break and retest, les trendliners, support résistance, même les traders, d'equal ou chartisme, hein, ils fonctionnent tous de la même manière. Différemment, mais de la même manière. Ensuite, alors Man, je sais pas si c'est Manu ou autre, mais donc Man, tu as bien 2 contreparties, on vient en chercher une, tu exécutes pour aller chercher l'autre, mais pourtant tu SL et le prix va chercher l'autre, OK, tu te fais SL, puis le prix part, c'est ça? Ouais. C'est certainement que tu fais partie des early buyers ou early sellers. Alors attends, je vais te trouver un exemple. C'est souvent les mêmes choses. Je vais retourner sur, des actifs un peu plus posés. GBP, USD. Peut-être sur, là-dessus? Parce que forcément mmh, alors attends. Juste le temps de trouver un exemple, parce que c'est toujours pareil, c'est quand on veut trouver des exemples qu'on les trouve pas. Mmh, OK. Ouais, non, là, c'est pas le plus parlant. Ouais et puis il a été vachement directionnel, là. Non, là, on n'avait pas saisi. Ça va venir, hein. OK. Bon, je vais te la faire courte sans trouver d'exemple, mais tu me diras si je me trompe, donc je vais mettre, ouais, je vais faire un croquis, ouais. Par exemple, on peut avoir, hop, un OB qui s'est créé, on a, BOS, on offre des réactions, OK. On a possiblement du monde qui vend. Bon, je te dis une connerie. Puis le prix vient saisir. Si tu te places directement ici, ça peut être risqué parce que tu n'as pas de contrepartie directe, ce que j'appelle la contrepartie directe. C'est que tu n'as pas de monde qui se place à l'achat directement ici en face de toi.
C'est pas forcément un souci, mais ça peut arriver et quand tu regardes, le prix va faire quoi? Il va venir chercher de la contrepartie, mais tu es déjà positionné, tu vois? On va recasser les structures, donc là, on fait rentrer des vendeurs, les premiers vendeurs, puisqu'on a créé un petit choche, on liquide, puis ça part. Donc en fait, c'est juste qu'il faut être un peu plus patient. Soit tu as ça, soit tu peux te retrouver dans ces cas-là, on va reprendre je vais reprendre la même schématique, mais je vais juste présenter la fin différemment. Par exemple, on a le prix qui continue à descendre et là, tu vois, il offre une réaction ici. Là, si on a une réaction sur ces niveaux, ça peut être intéressant parce que le monde vend ici et plus ici. Donc là, on peut venir saisir là pour continuer la baisse en liquidant les stop loss. Donc pour corriger le problème, c'est soit, tu comprends que tu rentres possiblement avec les early parce que du coup on a eu notre liquidation ici, tu te positionnes là. Dans ces cas-là, c'est tu te passes à BE quand on arrive à ta contrepartie, parce que tu as le risque que le prix vienne juste te chasser pour induire de nouveaux acheteurs, liquider les premiers vendeurs avant de partir. Donc c'est vraiment une question de patience. Mais je t'invite vraiment à regarder au niveau du prix, quand tu prends un stop loss, ce qui se passe ensuite. Si tu rentres comme ça, si tu prends un SL, regarde bien ce que fait le prix ensuite. Très souvent, c'est juste qu'il vient remanipuler une nouvelle fois. Et si c'est pas le cas, c'est probablement que tu es pas dans le bon sens ou qu'il y a une chose que tu as manqué. Hop, après. Mmh Les 2 indicateurs que j'utilise. Ah OK. Là, bah, vous savez quoi? L'indicateur, pour ceux qui ne l'ont pas, ça c'est je vais vous le mettre dans le chat, si ça vous intéresse. C'est un indicateur, que j'ai fait moi-même qui me permet juste, en fait, de combiner différents indicateurs, hein. Il y a l'indicateur de session, indicateur de FVG et vous avez les inducement timing. Donc les inducement timing, j'en parlerai un petit peu s'il faut. Je vais vous le mettre, je le mets dans le chat, ça vous va? Je considérais que oui. Tac. Yes. Hop, quelle est ton exécution préférée et pourquoi? Alors, à la base, moi, j'aime les exécutions, serrées et audacieuses et plus ça va, plus je commence à aimer, l'exécution, on va dire, simple, d'avoir un speed. Je vais avoir un exemple, l'exemple parfait, c'est ce qu'il y avait eu, bah, par exemple, sur le gold. C'est pas un trade que j'ai pris, c'est un trade que j'avais envoyé à un élève. Mais donc, on voit bien tout ce niveau de résistance qui est créé avec une petite cassure de structure ici, donc qui nous crée un magnifique BOS. Tout le monde veut vendre et on vient les liquider. De base, ce que j'aime bien faire, moi, c'est rentrer directement là-dedans. Mais plus ça va, plus j'ai tendance à m'assagir un petit peu et rentrer à la mitigation quand on a confirmé du monde en face. Donc, ça commence à être ce style d'entrée qui me plaît. Après, j'ai toujours un côté agressif, ça, c'est 2 ventes, j'ai un petit peu les boules et évitez d'avoir des gros doigts quand vous tradez sur téléphone. Heu, Ces 2 ventes que j'ai prises ici, donc encore le même exemple, hein, je vais me passer en petite unité de temps comme ça, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris, la deuxième vente. Donc la première, elle est hyper agressive. Je suis rentré à la clôture de la M5 quand le prix a commencé à revenir un petit peu dedans, il a commencé à partir, je l'ai prise au marché. La deuxième, par contre, elle est due à quoi? On voit que le prix descend, n'offre aucune réaction, puis repart un peu à la hausse. Donc là, on a quoi? On a un order block. Il y a du monde qui commence à acheter là-dedans. On crée un haut, un bas, on casse la structure. On vient conforter les acheteurs. Et entre-temps, bah, on a fait rentrer aucun vendeur là-dedans. Donc pas de stop loss ici. Il n'y a pas de flip à avoir. Il n'y a pas de raison que le prix remonte. Après, si c'est le cas, hein, mais il n'y a pas de raison. Et donc, du coup, j'aurais pu rentrer directement ici, à la mitigation. Ça a frôlé mon BE. Et donc, j'ai repris une entrée là, puisque je n'ai toujours pas de vendeur et j'ai des acheteurs en face. OK?
Donc, mon exécution préférée, ça commence à devenir, soit attendre vraiment, une bougie M5 qui temporise. Voilà, on a un speed, le prix ralentit, nous fait une belle bougie, ça, c'est pas la plus belle des bougies équilibrées et de rentrer ensuite ou autrement de rentrer à la mitigation. Je vais juste faire un aparté vis-à-vis de la mitigation, c'est que c'est pas juste revenir sur, hop, sur l'order block ici. C'est pas ça une mitigation. Ce qu'on appelle un mitigation POI, c'est cet ensemble-là. La fermeture de bougie, on a du déséquilibre. Voilà, c'est cet ensemble-là complet et c'est là-dedans qu'il faut exécuter. C'est pas forcément ici. Et d'ailleurs, ceux qui tradent ICT, on vous dit quoi? On vous dit, bah, les order blocks et on a quoi? Les BPR. Et en réalité, c'est cet ensemble-là qui est un mitigation POI. Dedans, il y a des ordres à fermer avant de repartir. C'est pour ça que le prix, des fois, retape dans le BPR, des fois, retape l'OB, parce que c'est cet ensemble-là qui est pertinent. Ensuite, Lionel, pour faire suite à la question de Jordan, quand savoir rentrer en position? Tu dans le même cas parce qu'au final, tu penses que tu dézoomes trop le graphique et donc pour toi, il y a des vendeurs ou acheteurs partout. Tu commences en 5 minutes pour finir sur du 1 heure. Ouais, mais le 1 heure te sert à rien. T'as pas besoin du 1 heure, pour faire de l'intraday. Hem, Effectivement, si je passe, et encore au USD, si je passe sur du 1 heure, bah, je vais me dire: «Ah bah mince, j'ai potentiellement, des vendeurs ici». C'est possible, c'est possible, mais en soi, ce sont les seuls. Par exemple, c'est du swing. Est-ce que je vais me faire chier à chercher un achat pour aller chercher ça? Non, il y a rien d'intéressant en haut, donc on n'a pas d'acheteur. Si on casse, enfin, on n'a pas de vendeur, pardon, donc si on casse à la hausse, c'est pour continuer la vente. Ce qui serait sympa, c'est parce que du coup, on offre des réactions là-dedans. Là, on a de la réaction. Mais moi, je me contente de regarder en M5 et en M5, si je prends juste, par exemple, AUDUSD, hop, si je prends ici, on a quoi? On va avoir cassure de structure ici, hop. On casse, du monde qui veut se passer à l'achat. D'ailleurs, le prix offre des petites réactions. Speed, on remonte. Mitigation, on a des BO qui sont rentrés. Ce sont les seuls qui sont rentrés. Donc prendre le buy ici, pour moi, c'est assez osé. On sait qu'il y a une intention de vente, mais il n'y a pas forcément de vendeur positionné en dehors des stratégies breakout. Par contre, quand le prix revient, casse ici. Ici, possiblement une vente à prendre pour suivre l'order flow. Mais ça, Lionel, on en parlera, on en parlera plus tard, il me semble. Là, alors il y a un exemple, 24 avril, 18 heures. Sur quel actif, Anthony? Sur EU? Alors le 24 avril, 27, 21. Mmh. Attends, je vais me mettre en replay. À 18 heures, tu disais? Ah bah, ça, c'est le vendredi ça. Hop, à 18 heures. Donc tu parles de ça, Anthony? Bon exemple de manipulation de liquidité? Ouais, totalement, totalement, totalement. Si c'est, de ça dont tu me parles, je suis d'accord. Ouais, mais bon, franchement, prendre un trade le vendredi à 18 heures. En plus, c'est vrai qu'il y avait un truc, il y avait des trucs qui étaient super sympas et je sais plus, c'est pareil, il y a un autre exemple et moi je trouve ça un petit peu bâtard, ce que fait le prix à chaque ouverture le lundi, de venir, faire un gap monstrueux. Parce qu'à chaque fois, on a une manip qui se fait juste avant la fermeture des marchés et on se retrouve avec ça ensuite. C'est assez abusé. Donc ouais, il manipule 2 fois, mais c'est surtout qu'en fait, là, sur ce timing-là, franchement, tu plus grand chose à faire. T'as plus grand chose à faire. Là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, il a fait rentrer du monde à l'achat, hein. On a ce order block. Si je regarde à gauche, c'est quoi? C'est l'OB qui est à l'origine des casseurs de structure. On en a un ici aussi, mais on n'a pas offert de réaction dessus, donc il n'est pas forcément des plus pertinents. Par contre, on retape là, on réagit, on revient, on réagit. Ça, c'est clean. Honnêtement, sur un autre moment qu'un vendredi en fin de journée, enfin, je pense que je me serais peut-être même fait SL, mais
J'aurais peut-être pu rentrer là-dessus avec, justement cette petite manip, rentrer. Non, on n'a pas de contrepartie, c'est pas le plus clean. En tout cas, rien de direct. Mais c'est quelque chose qui aurait pu se tenter. Alors attends, je reprends, je répondrai à ta question, man. Si vous avez des questions en vocal directement, c'est tout aussi simple, hein, ça permet un échange. Vous avez à lever la main. Maxime, ta mission, c'est de surveiller si tu vois une main levée et de me le dire. Toi, tu peux garder ton micro, tu as juste à me dire, tac, tac, tac. Comment tu définis le POI dans ton dernier exemple? Ah, bah, donc le mitigation POI, c'est ça, Tom? Ouais. Oui, c'est ça, c'est Bah, ça. c'est bah, c'est le dernier niveau où tu as du déséquilibre. Hem, on va dire l'exemple le plus simple, c'est quand tu as de la thune comme ça, on vient saisir, on vient chercher du monde ici et on vient mitigate ici. Puis admettons, par exemple, le prix redescend et on a encore du déséquilibre là. Bah, là, on a un autre mitigation POI. On n'a pas forcément de raison de venir chercher ça parce que toute la thune est concentrée en bas. OK? Donc c'est venir combler les déséquilibres. Il y a un exemple qui est assez flagrant, c'est sur le DAX. Sur le DAX, c'est exactement, c'est incroyable comment il réagit bien le DAX. Parfait. Ah, c'est incroyable et exemple sur le DAX ici, donc moi j'avais pris cette vente-là et j'ai manqué celle-ci. Donc là, on a du monde qui vend, on a un BOS, on crée de la structure acheteuse, forte réaction depuis cette mèche, mais comme d'hab, les mèches, ça pue la merde. On vient casser, on liquide tout le monde. Première entrée ici potentielle, mais qui est, on va dire, la plus risquée. Si on regarde ensuite, hop, bien, juste le temps d'effacer ça. Si ça veut bien s'effacer. Bon, ça veut pas. Là. OK. Si je me mets en replay, voilà. Donc, on avait la première liquidation, puis le prix vient, tape dans un OB, mais c'est pas un OB qui est pertinent sur le moment parce qu'il crée pas de cassure de structure. Par contre, là, on commence à casser la structure. Donc, du monde peut s'intéresser à vendre, potentiellement, dans ces niveaux. Mais sur le moment, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et pour aller viser quoi? Bah, pas grand-chose, puisqu'on a déjà cassé la structure. OK? Le prix remonte, offre une réaction sur ce niveau. Donc, c'est-à-dire que cet OB, personne ne se plaçait et tout le monde se place là-dedans, ici. Donc là, on a de la thune qui se recrée. Et on voit qu'on est en train de créer des réactions d'acheteurs à nouveau. Donc, ton mitigation POI, c'est quoi? C'est cet ensemble-là, ici. Puisque tu as tes liquidités qui sont placées ici et tu as du déséquilibre ici. Bah, le prix fait quoi? Il vient, hop, réagir dans le FVG. Saisie de liquidité. D'ailleurs, chez ICT, c'est quoi? C'est external to internal. Le seul truc, c'est qu'il explique pas ce que c'est qu'un external. Mais il l'a pas inventé non plus. C'est le même constat. Pourquoi j'ai quitté l'aventure disruptive? Bah, en fait, j'ai pas quitté l'aventure disruptive, je l'ai pas intégrée tout court. J'ai jamais tradé, pour disruptive. Moi, c'est pas ce qui me fait vibrer de trader pour un fonds. Si je fais du trading, c'est pour, ma propre liberté et donc ça, c'est la première chose et je ne veux absolument pas trader les fonds des autres. Absolument pas. Ça me fait pas du tout kiffer, ça me fait pas du tout vibrer. Est-ce que j'enseigne les mêmes concepts ou, ajouter à ta sauce? Ce Non, j'enseigne pas. En tout cas, j'enseigne pas du ICT. C'est pas ce qui me parle, c'est pas ce qui me plaît. Ah, jeudi à 15 heures, pardon, tout ne s'est pas écrit. Alors j'ai oublié un bout de ton message. Damien. C'est quel Damien? Qui a pris un SL jeudi sur EURUSD alors que pour, lui, on avait liquidé tous les acheteurs. OK, Damien nouveau. Ça marche. Du coup, jeudi 15 heures, je reprends sur EURUSD. Hop, je vais mettre en replay. Tac.
OK. Jeudi 15h, on avait liquidé les acheteurs. OK. Ah bah, c'est un exemple parfait, c'est quelque chose, que je dis et je le redis. D'avoir une liquidité saisie, c'est bien. Là, donc jeudi 15h, ça doit être, ouais, c'est ici, c'est ça? Donc tu as vu qu'on avait pété ce niveau. OK. Pour moi, les acheteurs, ils étaient jusque là, hein. Pour moi, il y avait du monde qui achetait ici. Ensuite, il y a rien. Regarde, le prix, il crée pas de structure, il offre pas de réaction. Et à côté de ça, on a créé quoi? Toute une sorte de canal à la con. Donc, ce qu'il faut que tu te dises, c'est bien de considérer qu'on a liquidé du monde, mais là, ici, est-ce qu'on a créé quelque chose? Alors attends, je vais te dessiner un truc. Hop, essayer de rendre ça un peu plus visible. Est-ce que là, dans ce canal-là, on a réellement créé de la structure? Je te laisse juste me mettre, dans le chat, si on a créé de la structure là-dedans. Hop, s'il y a pas de message, pour toi, on a une OK. Donc Damien que je connais, je valide, c'est dégueulasse et Damien nouveau, effectivement, OK, une légère réaction, mais OK, une réaction d'acheteur. Mais dans le price action qui est bearish, à aucun moment, on a vraiment fait rentrer du monde à la vente. Peut-être ici, hein, peut-être des SMC et c'est tant mieux pour eux. C'est tant mieux pour eux. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a du monde qui tout le monde a le droit de gagner de l'argent, d'accord? Ils vont pas toujours se faire fumer. Ils ont le droit, de gagner parce que sinon si en fait, pose-toi la question, si tu as une stratégie qui ne gagne absolument jamais, est-ce que tu l'appliques? Je pense pas. Donc là, c'est pareil. Sauf que là, on n'a rien créé de flagrant. On n'a pas créé quelque chose, l'idéal, ça aurait été, par exemple, retour sur OB. Puis tu vois, on crée une belle structure. Regarde, je vais te donner un exemple tout simple. Je vais mettre, donc je suis déjà en replay, donc ça, c'est bon. Je vais juste réduire un peu le replay. Prends ce price action qui est relativement laid et prends je vais retourner sur, voilà, par exemple, le gold. Bah, le gold, tu as un peu plus de structure, tu as bien des hauts, des bas qui se dessinent, des structures qui se dessinent et donc du coup du monde qui se place. Là, voilà, par exemple, AUDUSD, c'est un exemple parfait. Ça, moi, j'y touche pas. Qu'est-ce que j'irais foutre là-dedans? Il y a pas de structure, il y a pas de liquidité visible, il y a rien. Oui, il y a du monde qui prend des positions là-dedans, mais moi, je veux du flagrant. Parce que plus c'est flagrant, plus il y a du monde qui se positionne. Garde vraiment ça en tête. Donc, ouais, le stop loss, c'est entre guillemets «logique», que tu le prennes. Sur EU, en tout cas, je me serais abstenu de prendre un achat. Sur GU, c'est différent. J'aurais très bien pu, chercher à me placer. Alors, soit je me serais placé là, soit j'aurais cherché peut-être à me placer ici parce qu'on a un petit choc et je sais que du coup, je me serais fait SL. Mais voilà, j'ai des mouvements qui sont un peu mieux dessinés. Quand ça part dans une sorte de build, ce qu'on appelle un build-up, donc un canal, une construction dégueulasse de liquidité, il y a rien d'intéressant pour nous. Ah, j'avais pas vu la question. Les timings intéressants. Entre 8h et 16h. Alors en fait, tu as 2 timings qui sont, enfin 2 timings, 2 sessions qui sont pertinentes. Tu vas avoir Londres de 9 à 10. Ce sont les moments où on déclenche les plus beaux mouvements. Si je prends le prix ici, tu vois bien que tout le mouvement baissier ici, bah, l'origine est là, quoi. L'origine est dans le timing, entre 9 et 10 et après tu vas avoir entre 14 et 15, même si en ce moment, New York est un peu moins fou, mais entre 14 et 15. Après, tu as ce qu'on appelle les inducement timing. Ça, c'est cadeau parce que vous les avez dans l'indicateur si vous l'utilisez. On va avoir, hop, 8h, 10h30, 12h30, 17h. Ce sont des moments où on va induire en erreur. Par exemple, le low ici, 8h25, on est dans le timing de 8h. On induit tout le monde à la baisse. On repart à la hausse. Donc tous ceux qui voulaient vendre là-dedans se font fumer. Et là, rebelote, timing de 10h30, on crée un mouvement baissier qui casse. Les gens veulent se replacer à la vente. Le prix remonte. Timing de 12h30. Voilà, on y arrive ici. Ça s'est fait à 12h50. Et voilà, ça y est, tout le monde est à nouveau à l'achat.
et ils se font percer dans l'autre sens. Et timing de 17 heures aussi. Bon là, c'est sur le vendredi, c'est pas le plus pertinent, mais tu pourras regarder, hein, avec l'indicateur, tu verras que dans ces moments-là, c'est là où il y a des choses intéressantes. Timing de 17 heures, on fait un petit reversal. Timing de 12h30 ici, ouais, c'est quand je dis que les mèches, ça pue la merde. Levez la main, tous ceux qui, quand ils voient une mèche comme ça, ils ont envie d'acheter, honnêtement. Et justement, tout le monde veut faire ça parce que tout le monde se dit: «Ah, c'est solide, ça rejette». On offre des réactions, on liquide, puis on part dans le bon sens. Les mèches comme ça, c'est de l'activation d'ordre. Ça peut être, des ordres limites qui sont placés ou un gros volume d'ordre injecté au même moment, mais très souvent, ce sont des ordres limites. Et donc forcément, on vient, boum, ça réagit direct. Et ensuite, on vient les absorber pour partir réellement. Alors Jim, tu te demandais avec des SL serrés, comment je fais avec les spreads sur FTMO? Bah, j'apprends à avoir des SL moins serrés et même en faisant ça, là, j'ai validé, pour m'amuser, j'ai testé, là, j'ai validé, un petit challenge. Je l'ai pris en one step, donc j'ai la règle de consistance et dès le deuxième jour, bah, là, je dois reprendre d'autres positions parce que justement, j'ai, trop de résultats sur un jour par rapport au jour précédent et donc du coup, des 1 pour 5? Oui, bien sûr. Oui, oui. Mmh. Concernant mon win rate actuel, hem, alors je suis à, 50 et quelques pourcents de win rate. On reprend. Quand passer en propre firme, quand tu es capable de tenir, et de faire évoluer correctement un compte propre pendant au moins 2 mois, 2-3 mois, sans péter des câbles ou des choses comme ça. Parce que la propre firme, le truc, c'est qu'elle a tendance à les gens ça, c'est un truc, c'est hyper intéressant. Je fais un petit aparté, la propre firme, les gens se marient avec leur compte propre firme. Mais c'est véridique. Quand vous achetez un challenge propre firme, vous avez en tête que vous allez le garder toute votre vie et tout. Vous y êtes vraiment attaché. Moi, je connais des personnes qui font des propres firmes, ils les achètent par 3, 4, ils les achètent par lot parce qu'ils savent pertinemment qu'il y en a qui vont sauter. La propre firme, soyez pas mariés avec une propre firme. Donc tu passes en propre firme quand tu sens que tu es à l'aise et par contre, n'y attache pas, toute ta vie, tout ton amour en disant: Celle-ci, je veux la conserver» parce que sinon tu es mort. Tu mort. Une propre firme, c'est bien, c'est un super levier, mais entre le fait, qu'ils peuvent te strike s'ils le veulent, parce que du coup, tu as dégagé trop de profit, ils peuvent ne pas te payer, la propre firme peut fermer ou n'importe quoi, faut pas s'y attacher. Contrairement à un compte propre où là, c'est notre argent, on le manage un petit peu plus librement, donc on a tendance à plus s'y attacher, enfin à moins s'y attacher parce que du coup on le néglige, alors qu'on devrait être plus focus sur un compte propre qu'un compte propre firme. Une propre firme, c'est pas voué, à être gardé pendant plusieurs années. C'est voué à être sauté. Donc ouais, je j'ai un peu, tergiversé par rapport à la réponse, mais qu'en passer, quand tu es déjà serein sur ce que tu fais sur un compte propre, selon moi. Dans mon système, j'utilise la temporalité. Tu parles de quoi comme temporalité, Anthony? Heu, le temps que tu écrives sûrement. Après tu peux si tu peux parler, tu peux le dire. Je vais répondre à une autre question, au passage. C'est mieux de trader CFD ou futur? J'ai pas d'avis. Moi, je suis habitué à trader en CFD, j'ai jamais testé les futurs, donc j'ai pas d'avis là-dessus. La notion de contrat, c'est quelque chose sur lequel je suis pas habitué, donc je le traite pas. Bah, du coup, Anthony, j'ai pas ta réponse par rapport à ta question, par rapport à la temporalité. Je vais avancer. La différence entre une mèche qui pue et une qui en vaut la peine. C'est difficile à montrer sur du replay, mais pour faire simple, il faut juste comprendre comment fonctionne une bougie. Si tu regardes, on va dire que ton price action, il se fait comme ça, il fait sa vie et à un moment, il monte, puis, tu vois, il repart rapidement, en fait. Ça fait vraiment paf, paf. Bah, ça, tu sais que on active des ordres. Alors qu'un prix qui vient, qui monte et tu vois qui ralentit, puis qui part fort à la baisse, tu as une différence entre un mouvement fort impulsif, parce que c'est comme si on tapait dans un mur et un mouvement où on monte et on repart fort.
Mais ça, tu peux pas le voir en replay. Ça se voit sur du live, ça se voit sur le comportement des bougies. C'est ce que je dis dans ma formation, donc pour mes élèves. Mais j'ai passé, et c'est un exercice, franchement, vous voulez le faire, vous allez vous arracher la gueule dessus. Mais c'est de regarder, bon, non, je vais pas me prendre la tête. C'est de regarder, vous vous mettez par exemple en M15 et vous regardez la bougie M15 se construire. Et vous la regardez du début à la fin. Et à côté de ça, vous vous amusez à essayer de déterminer quel est le mouvement dans la bougie pendant que ça se fait. Donc ça va être long, hein, ça va vous prendre 15 minutes, le temps que la bougie se construise, mais donc déterminer le cheminement du prix dans la bougie. Et une fois que la bougie M15 est terminée, vous passez sur le M1 et vous regardez si ce que vous avez essayé de déterminer s'est réellement passé dans cette bougie. Moi, j'ai passé des heures à faire ça. Si vous voulez comprendre comment ça se passe dans une bougie, essayez comme ça. Ça prend du temps, ça demande de l'énergie, mais moi, ça me permet des fois d'entrer, en position parce que j'ai réussi à interpréter ce qui se passait en secondes dans de la bougie M1. Mais ça vient avec l'expérience. Est-ce que je peux montrer différents concrètement, ce que j'attends au niveau des réactions de bougie pour entrer en position? Bah, je rentre pas sur le PDRA, donc j'utilise pas le PDRA. J'utilise pas les PDRA parce que si tu regardes ICT, et j'ai fait une vidéo là-dessus, si tu l'as pas vue, tu peux la regarder. ICT, on a quoi comme PDRA? On va avoir les order blocks, les breaker blocks, les rejection blocks, les je sais pas quoi blocks, et les blocs, et les blocs, et les FVG, et les BP. Les PDRA chez ICT, c'est simple. Si je prends exactement ce qu'il dit, hop, je vais rester hop, sur du M5. Donc ici, on a quoi? On a un order block, PDRA. Ici, on a quoi? Un FVG, PDRA. Ici, on a quoi? Un FVG, PDRA. Ici, on a quoi? Un order block, PDRA. Le price action complet est un PDRA, donc j'utilise pas. J'utilise pas ça. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les déséquilibres et quand on liquide du monde. À quel point on peut trader hors kill zone? Les kill zones, ça permet de filtrer, ça permet d'être là quand il y a le plus de monde. Après, ça m'est déjà arrivé de prendre des trades à 22h30, des choses comme ça. Si tu remontes mon canal Telegram, tu verras, des fois, il y a des positions que j'ai prises. Je les ai prises à 22h30 ou des choses comme ça, parce que je me faisais chier, j'étais devant la télé à prendre des positions sur téléphone. C'est amusant, ça peut fonctionner. Le souci, c'est que tu peux facilement te faire renfler ensuite avec le gap de l'Asian, par exemple. Donc voilà, ça permet de filtrer. Honnêtement, je pense que dans la journée, il y a suffisamment à faire avec ce qui se passe le matin, ce qui se passe dans l'après-midi et ce qui peut se passer, par exemple, sur les coups de 19h. Si tu as rien eu de la journée, si tu vois qu'on a créé de la liquidité et je dois avoir des exemples, un peu partout, hein. Hop, ça c'est quoi? 17h, voilà, comme d'hab. Là, tu as un price action qui est vraiment bullish, 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 bullish. Tu as le timing de 17h qui peut être intéressant pour avoir un reversal pour venir chercher la thune. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. Ouais, merci Jordan pour la courbe. Est-ce que je peux montrer concrètement? Ah, ça j'avais répondu du coup. J'ai répondu. Donc CFD au futur, moi je préfère CFD mais par habitude, pas par préférence. Donc je ne juge pas ceux qui tradent CFD au futur, peu importe. Quand savoir se mettre ABE à l'entrée de ton trap et parfois ne pas le faire? Bah concrètement, comprendre le price action. Où est ton trap? Quel est le potentiel du trade? Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Mais par exemple, tu me diras, est-ce que j'ai un exemple d'un trade, d'un trade pris? Non, par contre, j'ai un exemple d'un trade que j'avais pris. Bon, c'était il y a un petit moment déjà, mais la vidéo est sur YouTube, où j'avais pris USD JPY et bah, concrètement, on avait quelque chose comme ça. Le prix revient, hop, il liquide. Moi, je m'étais positionné ici. Le prix part, revient taper mon trap qui est confirmé. Donc, s'il est confirmé, bah, je suis censé me passer à BE après celui-ci, ce que je n'ai pas fait. Et du coup, je me suis mis à BE à un moment, je me suis fait BE et le prix, il est parti aller chercher 17R. Donc, concrètement, se passer à BE en sortie de trap, c'est le plus pertinent. Mais pour ça, il faut vraiment comprendre ce que c'est qu'un bon trap et distinguer la différence entre un trap, vraiment un beau trap, et juste de la contrepartie, donc juste du monde en face qui peut permettre de driver le prix. Ouais, Balou, il y a Chris qui a levé la main. Ouais, Chris, je t'écoute.
qui réactive son micro. Ouais, c'est bon. Je voulais demander qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on arrive devant les graphes? Identifier les liquidités. La première chose à faire, c'est identifier les liquidités pertinentes. Mmh. Je vais te donner un Et par, exemple. Ouais. et par rapport à ce que tu as dit à propos des trappes, de identifier les bonnes trappes et ceux qui sont là pour driver les prix, tu peux nous Ouais. donner des exemples, nous expliquer en profondeur? Hem, alors, est-ce que je peux te trouver déjà, il faut que je te trouve, un exemple. Mais, pour faire simple, je vais parler du DAX parce qu'en ce moment, il est beau, il est intéressant. Si je reprends non, je suis pas sur le bon. C'est quoi ça? OK, bah, tiens, tu me diras, voilà, NZD-USD, voilà, c'est encore un exemple justement, Tom, de mitigation POI, hein. Là, on est revenu dedans. OK. Admettons, tu arrives sur comment? Sur le graphique, donc moi, j'aime bien analyser vers 8 heures, un truc comme ça, voilà. OK, on a ça. Je vais supprimer les dessins. Là, dans l'immédiat, on a rien de flagrant. On a rien d'intéressant. Si, là, niveau structure, tu que dalle. Donc déjà, le fait d'identifier les liquidités, ça te permet de savoir, quand tu as quelque chose d'intéressant et quand tu n'as rien d'intéressant. Donc là, dans l'immédiat, j'ai rien. Là, ça devient intéressant parce que on va avoir des stratégies breakout qui vont rentrer ici avec des stop loss qui sont là. OK? Ensuite, tu as besoin, d'attendre et là, on voit que d'ailleurs le prix était dans un order block, ici. Là, ça peut commencer à devenir intéressant parce que du monde peut avoir l'envie de vendre ici et dans l'immédiat, personne n'achète. On n'a pas de structure haussière, personne n'achète. Donc on regarde. OK, tu vois? Là, on est à une réaction. Donc là, c'est un trap qui est intéressant, mais c'est un trap qui va permettre de driver. Pourquoi? Parce que c'est pas réellement de la structure. Ta structure, c'est quoi? C'est vraiment plus quelque chose qui serait, tu vois, peut-être comme ça. Tu peux éventuellement considérer ça en interne, mais c'est vraiment plus ça, ta structure. Donc est-ce que le prix devrait saisir le trap et se retourner? Bah, pas forcément. Pourquoi il se retournerait? On n'a pas, d'acheteur qui a été induit ou quoi que ce soit, donc pas forcément d'intérêt. Donc on a des réactions, OK. Est-ce qu'on a une cassure de structure en interne qui fait rentrer du monde? OK, possiblement, peut-être un bail ici. Je le dis comme ça, voilà, voilà, tu vois, on offre des réactions, OK. Il y a peut-être un bail à prendre pour aller chercher quoi? Bah, ce trap. Là, tu vois, ça se voit. On voit du monde qui vend là-dedans et on a personne qui achète, on n'a pas de structure haussière. OK, le trap est saisi avec une mèche, donc ça nous intéresse pas. On va pas s'amuser à rentrer en vente. Et là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que est-ce qu'on a créé une belle structure haussière? À mes yeux, non. Donc, est-ce qu'on a une vente à prendre? Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'acheteur réellement positionné. Avancer le prix. Donc en fait, j'ai pas de regret, tu vois, si je veux me placer en vente, j'ai pas de regret à manquer la vente et que le prix coule quand même. Parce que ça respecte pas mes filtres. OK. Là, on est venu créer des equals, mais qui ne seront confirmés qu'à la cassure de structure. En fait, c'est qu'il faut comprendre. Il faut juste comprendre comment, la masse fonctionne. Par contre, là, on voit que on a un beau mouvement haussier, on revient dans ces niveaux. Bah, si on a des réactions d'acheteurs, pourquoi pas, voilà, on est revenu, mitigate ici, là, pourquoi pas prendre la vente? Le prix casse, il se passe quoi? Quel est le niveau, l'order block qui a créé la cassure de structure? Bah, c'est celui-ci. Et tu vois que le prix remonte dedans, commence à rejeter. Super, on a encore du monde qui vend. On n'oublie pas que toute la structure, on a toujours ce haut, ce bas. On a un haut, les gens s'attendent à quoi? À ce que le prix continue à la baisse. OK, Chris? Je s Oui, oui, je te suis. Ouais, tu suis, enfin, tu comprends, ce que je dis? Oui, je comprends, mais j'ai pas bien compris quand tu as commencé ton analyse et tout. Tu as dit Ouais. que au début, il y avait rien de Ouais, flagrant et tout. ici, il y a rien. Et en ce qui concerne la session asiatique, parce que je vois qu'on a cassé la structure.
Mhm. et potentiellement il y a des break orders qui sont entrés. Enfin, je pense. Break order qui sont rentrés avec des stop loss ici. Ouais, Mm. exactement. Euh, la session asiatique, concrètement, quand est-ce qu'on devrait considérer là que, par exemple, tu vois là, pendant la session asiatique, ça a cassé la structure. Je sais pas si tu vois Ah, tu parles ici. d'ici? Oui. Ouais, ouais, ok. Ça a cassé la structure. Oui, oui, effectivement. Ouais, ouais, on Mais peut. est-ce que ça compte? Bah, là, en soi, tu peux considérer. Alors, ça, non. À mes yeux, ça, non, parce que de 23 h à minuit, il y a personne de positionné. Donc, voilà. Là, ok, super. On a des BO qui rentrent avec des stop loss ici. Je vais juste vérifier un truc. Hmm, Non, ils sont pas à BE. Tac. Minimum, non. Ils sont pas à BE. Ok, donc on a des breakouts qui rentrent, ok, avec des stop loss ici. Le prix retrace. Mais moi, juste des breakouts, c'est trop léger. Pour moi, en fait, c'est que c'est trop léger. C'est trop léger. C'est un style de trading parmi d'autres. Alors que là, si tu regardes, bah, on a ça, on part à la baisse, on a des réactions dans un OB, on revient. D'ailleurs, on vient de taper, ouais. Là, ça, c'est l'order block qui est à l'origine de la cassure. Là, on offre une grosse réaction. Ok, là, j'ai pas que des BO. J'ai aussi des SMC. En fait, breakout seulement, c'est pas le plus pertinent. Donc ça, c'est pas une belle Asiane, hein. Ça, c'est pas une belle Asiane, c'est pas quelque chose où on se dit, tiens, en sortie d'Asiane, on a quelque chose à faire. T'as besoin que le prix déroule. Ok. Ok. Quelle confirmation avoir pour prendre des trades avec SL serré? C'est pas des confirmations, c'est de la compréhension plutôt. C'est de la compréhension. Tu veux des stop loss serrés, tu peux avoir des stop loss serrés. Moi, j'ai du coup dans les deux coachs que j'ai Nico. Lui, il travaille que en M5. Et des fois, je rentre en M1 et là où il rentre, lui, c'est en M5 et il se retrouve avec un SL aussi serré que moi. Donc, en confirmation pour avoir des SL serrés, concrètement, c'est plus l'opportunité que tu peux avoir plutôt que des confirmations. Des fois, il y a des trades, tu vas te retrouver avec 6, 7, 8 pips de stop. Mais par contre, le potentiel du trade te donne du DR. Et si tu commences à bloquer en disant, ah, je veux un stop court, bah, tu vas te faire avoir et tu n'auras pas le trade. Donc ça, faut faire attention à ça. Donc j'ai pas de confirmation pour prendre en dehors en dehors, on va dire, de l'intuition qu'on peut avoir par rapport au comportement du prix. À un moment, en fait, t'es plus juste dans l'analyse, tu ressens. Tu ressens le prix et tout est bon, tous les feux sont ouverts et tu dis, bah, c'est le moment. Faut pas oublier, en réalité, c'est une activité de réaction et pas d'anticipation. Silver Bullet, je te répondrai même pas, Tom. Je suis ni pour ni contre, j'ai aucun avis, je l'ai jamais utilisé et ça m'intéresse pas du tout. Ne demandez pas mieux. Est-ce qu'il faut prendre des parcelles sur des niveaux ou en fonction du RR et combien il faut en prendre? Ça dépend de toi. Pendant un temps, j'étais un puriste du partiel. Maintenant, je m'embête pas, je fais en full TP, soit à l'entrée du trap ou en sortie de trap, suivant différents critères. Mais donc, en soi, ton management, en fait, il faut que tu aies un management qui soit logique et cohérent. Par exemple, là, par rapport à ta question, c'est, admettons, tu dis, bah, moi, je prends des trades qui font 5 R. OK? Admettons, tu prends un trade qui fait 5 R et le potentiel de ton trade que tu prends, bon, je veux pas forcément d'exemple, tu as un potentiel de 3 R seulement. Tu décides de le prendre. Donc, premièrement, c'est-à-dire que tu sais que tu auras pas ton résultat. Si tu verrouilles en disant, bah non, moi je veux 5 R, c'est possible que le prix passe les 3 R, donc bien saisir la liquidité que tu avais visée, et puis bah, en fait, tu vas attendre que le prix tape un TP imaginaire. Donc ça, concrètement, prendre les partiels, faut se payer, oui. Moi, je me paye à l'entrée du trap, s'il n'a pas été testé ou en sortie s'il a déjà été testé. Ensuite, en quelle proportion et tout, ça dépend de toi. C'est à toi de voir avec ta data. Combien d'actifs se concentrer et trader, au maximum? Alors moi, je regarde, j'en ai plusieurs, mais que j'utilise vraiment, je vais trader EU, GU, AUD/USD, le gold parfois. Le NAS, je l'ai, mais je prends pas spécialement de trade. Par contre, quand j'en prends un, souvent, c'est parce que ça peut partir loin.
le DAX que je commence à faire, l'USD-CAD qui en ce moment est juste infect et dégueulasse. D'ailleurs, ça me permet de montrer un exemple vis-à-vis des early. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Si je me mets en replay ici, je vais effacer tout ça. Il y avait justement, ça va répondre à plusieurs questions. On a dans ces niveaux-là, concrètement, si je trace tout ce truc-là, voilà, on a du monde qui achète, le prix part à la hausse, nous crée un bas, un haut, on retape ici, on recasse des structures, et encore non, on vient même pas casser, donc on conforte des acheteurs, on a eu un choc, des vendeurs positionnés, et donc du coup, là, il y a tout ce qu'il faut pour dire, bah, j'ai de l'argent en haut, et j'ai de l'argent possiblement en bas. Je trace un petit peu à l'arrache, mais c'est pour que vous puissiez saisir l'idée. Eh bien là, du coup, on n'a rien à faire. Tout ce qu'on veut, c'est attendre qu'on vienne saisir la liquidité. Et là, il se passe quoi? Ah, c'est saisi. Donc Manu, je pense, enfin Man ou Manu, je sais pas du coup. Je pense que ça va te parler parce que c'est ce que tu disais. Donc tu aurais cherché à rentrer là-dessus, je pense. Je pense que oui. Hop, Emmanuel, OK, Emmanuel, excuse-moi. Donc du coup, je pense que tu aurais cherché à rentrer là-dessus. Je te laisse juste me confirmer. Ouais, exactement. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le prix, si on regarde, si je passe sur du M1, on a quoi? On a un prix. Là, on a l'OB. Ici, hop, réaction, saisie. OK. Et donc là, premier choc, donc du monde qui va vouloir vendre ici. Et si on regarde, le prix vient faire quoi? Il vient le saisir. On se précipite pas. Je crois que là, non, ça se fait à midi et demi. Non, ça se fait à midi. Et tu vois, on vient tout juste reliquider pour pouvoir ensuite partir dans l'autre sens. Parce que si on passe sur du M5, on voit que tu vois, c'était premier retournement, on saisit, on conforte des acheteurs, puis on liquide. D'ailleurs, je crois que celui-ci il est parti fort. Voilà, boum, taper les stops. Tu vois. Tu dois switch en M1 pour voir ce détail. Alors, soit tu switches en M1, soit c'est juste de respecter. Moi, c'est voilà le type de bougie que j'aime bien juste en restant sur du M5. Ce sont des bougies équilibrées. Par exemple, ça. Là, c'est une bougie baissière avec un corps qui a des mèches à peu près égales en haut et en bas. Là, ici aussi. Et tu rentres au départ de la suivante. Ah, attends. Hop. Désolé. Bah, Anthony, je sais pas si tu peux ouvrir ton micro. Ce sera certainement plus simple que de voir vis-à-vis du chat. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Ok, ok. Est-ce que tu peux revenir vite fait là, en 1 minute? Ah ouais, non, tu y es, ok. Ouais, Donc j'ai essayé de là, reprendre, ouais. attends, ouais, vas-y, bouge plus. Là, il y a la cassure. Donc l'OB est là, il y a réaction. Mais du coup, là, ici, se placer ici, normalement, il n'y a plus d'ordre en fait là. Donc là, normalement, le prix aurait pu couler ici. Parce que c'est Ouais. cet OB là qui fait la cassure. Donc les gens, ils se placent ici. Preuve en est, il y a la réaction. Mhm. Normalement, ici, il y a plus forcément de vendeurs ici. Ouais, moi, franchement, je suis pas fan. Je suis pas fan. Je trouve que la réaction, moi, j'aime bien que la réaction, tu vois, il y ait vraiment un push. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Clairement, ouais. Juste voir un truc en M5. Ouais, faudrait voir comment le prix s'est comporté. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est plus facile à posteriori. Euh, franchement, j'accepte. Ouais, j'accepte le fait que je sois peut-être encore là-dessus. Ouais. Après, effectivement, le prix est pas propre. Il crée un build ici, il part. Mais je trouve que c'est un SL qui est pas forcément évident. Enfin, en tout cas, qui peut se prendre, quoi. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est vrai qu'en plus, en fait, je parle de celui-là parce que du coup, j'ai un élève qui avait voulu le prendre, justement, qui s'était fait sortir, bah, comme Emmanuel hein, aurait pu se faire sortir. Et j'avais envoyé un screen, je dois encore l'avoir là sur le Discord. Parce que ça, voilà, ça ici, c'était sexy.
tu vois? Le petit OB ici dans lequel on vient réagir, dernier niveau de déséquilibre. Donc ça, je pense que ouais, c'est peut-être un SL qui était à prendre. Mais des fois, prendre un stop loss, ça n'empêche pas de reprendre une position s'il y a une logique. Et on est juste revenu, boum, dans le FBG. La vente, elle était belle. Et ouais, je vois ce que tu veux dire, Anthony. Et finalement, ouais, je suis assez d'accord. Je me suis un petit peu fourvoyé. Ça, c'est le souci aussi quand on voit trop de graphiques des fois. Si je reprends dans l'ordre, parce que je crois que j'ai... Ouais, Chris? Est-ce que tu pourrais nous parler des contextes de marché? Vite fait. Bah, des contextes de marché, c'est-à-dire? Quand les prix est en expansion et tout. Ouais, Bah, tous les franchement, trades. en fait, bon, ça, là-dessus, je suis assez d'accord avec ICT. Sur les 4 phases de marché, tu vas avoir bah, la consolidation, l'expansion, retracement, reversal. Même si je me focalise pas trop sur les reversals, parce que j'ai vraiment basé sur les liquidités, donc j'ai pas de biais. Par contre, pour moi, il y a deux contextes majeurs. De toute façon, c'est que le prix consolide, donc on va avoir un range, idéalement un range en plus grosse TF, parce qu'un range en petite TF, moi, j'y touche pas. Mais on va avoir un range et dans ces cas-là, tu sais que le prix va beaucoup plus facilement saisir une liquidité pour aller chercher l'autre. Par contre, quand il est en forte expansion, bah, l'idée, c'est de pas faire le têtu, de pas chercher le reversal. Et dans ces cas-là, de prendre, admettons, tu as une expansion haussière, c'est ce que je te disais, c'est si on vient liquider le bas, profiter du mouvement. D'ailleurs, Maxime, qui est le deuxième coach de l'équipe, est super bon en continuation. Donc pour moi, il y a vraiment ces Mhm. deux contextes-là, quoi. Oui, oui, je vois. Et est-ce que tu pourrais, bon, même parce que tu pourrais, est-ce que c'est logique pour quelqu'un qui traite ton modèle, comme tu le fais si bien, qui traite par exemple le Nas et le Dow Jones chaque jour, est-ce qu'il pourrait être rentable? Je veux dire, est-ce que ton modèle passe aussi sur Bien sûr. les indices? Bien sûr, le NAS, tu vois, justement, bon, c'était une vente, mais le NAS, c'est la même, ouais, c'est la même logique. Tac, tac, tac. Attends, est-ce que j'ai encore des trades de placer là-dessus? Non. Mais oui, c'est la même logique. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le NAS, hein. J'avais fait une vidéo D'accord. sur le NAS, sur la vente qui était possible. En soi, bah regarde, là, un exemple parfait, hein. Cette conso, aussi dégueulasse soit-elle, c'est comme un order block, hein. C'est l'origine de la cassure. On voit que le prix est parti fort à la hausse. Tu vois que quand il descend, il offre aucune réaction réelle, sauf là. Et il réagit sur quoi? Il réagit dans ces niveaux. Là, si je le trace bien. Ah, tu vois, il offre une réaction, puis il liquide. Il liquide avec du speed. On remonte. Chercher quoi? Hop, si je me mets en replay. Bah, donc là, là-dessus, il n'y a aucun intérêt à se positionner. Mhm. Tac. Donc là, on a notre liquidation. Tu vois le prix qui remonte. Bah, ça, du coup, si on a des réactions là-dedans, on a du monde qui vend et personne qui n'achète. Si je me rends les mains, ok, ça réagit, et tu vois. Possiblement, peut-être un bail à prendre ici, parce qu'il n'y a plus personne qui achète. C'est la même logique, hein. Le NAS, oui, il y a des opportunités. Après, c'est juste le NAS, c'est un peu comme le gold, où il faut être patient. Faut être patient. Mais oui, bon, ça c'est, hop. Patient dans quel sens? Il prend son temps pour il crée de la liquidité, il crée des ordres, hein. Donc, c'est juste qu'il faut être patient, pas sauter sur tout. Et puis, sur le NAS, tu as 15h30 où ça bouge fort. Après, je trade peu le NAS, mais je connais du monde qui le trade et tout, ça fonctionne très bien. Heu, attends, hop, Emmanuel, comment différencier un trap d'une contrepartie? Ça, on va dire, tu peux dire que c'est la même chose. Moi, en fait, moi, si je différencie le trap, c'est de la contrepartie, c'est parce que le trap, ça va être, par exemple, on est sur le NAS, donc je vais rester là-dessus, mais par exemple, je vais identifier ce niveau-là comme trap parce qu'on a une réaction, on a cassé.
La contrepartie, ça va être ce que je vais considérer en plus petite TF, c'est est-ce que directement en face de moi, j'ai quelqu'un qui achète? Par exemple, si là, j'avais pris l'achat ici, quoique, si on l'a, si on l'a, regarde, tu vas voir. Je vais mettre en replay ici. OK. Donc, là, on est sur du M1. On a un lot ici et on en a un ici. Bon, si je me mets en M5, c'est celui-ci qui ressort le plus, hein. On a une structure, on a ce haut, ce bas, ce haut. Si on casse, des breakouts qui rentrent. La contrepartie, c'est quoi? C'est, regarde ce qui va se passer. On casse et regarde bien la bougie suivante, comment elle va se comporter. Tu me diras si je me mets, bah, je suis en M1. Hop. Est-ce que tu vois comment elle est remontée ici avant de rejeter? Et elle est remontée sur quoi? Ici. Possiblement peut-être des BO break and retest. Et donc la contrepartie, c'est ce que tu as directement en face de toi. C'est clairement pas le meilleur exemple. Donc je vais plutôt le faire, sur du graphique directement. Mmh. Admettons, on va avoir quelque chose comme ça. Là, on casse. Hop, on a des petites réactions et là, boum, tu vois? Donc on a notre trappe qui est ici et là, on a des BO qui rentrent. Admettons que ici, par exemple, on a un petit TOB et que le prix offre une réaction ici, tu as ce que j'appelle de la contrepartie. En soi, c'est la même chose, c'est juste un trap en plus petite TF et tu sais que directement en face de toi, il y a du monde qui vend. Bah, en fait, ça ajoute une confluence pour moi qui me laisse à penser que, OK, le prix peut au moins monter jusque-là, tu vois? Parce que directement en face de moi, j'ai du monde qui vend et qu'on n'a pas fait rentrer de nouveaux acheteurs. D'accord? Si je rentre trop tôt et que je fais BOSL, est-ce que je cherche, insiste à rentrer un peu plus tard, quand même pour choper le mouvement ou je passe à autre chose? Alors moi, j'ai pour règle de ne pas prendre plus de 2 trades sur le même setup, donc sur le même narratif. Si, j'ai pris 2 stops, bah, dans ces cas-là, je passe mon tour et puis voilà, ça fait partie du jeu. Les stop loss, il y a une vidéo là qui est sortie il y a 10 minutes sur YouTube et je parle des stop loss. Ça fait partie du jeu. Donc voilà, moi je m'autorise à prendre 2 SL sur le même niveau. Ensuite, le prix il se casse, il fait ce qu'il veut. Je m'en fous. Comment j'en allais précisément? Alors ça, c'est une méthode que j'enseigne à mes élèves. Hem, si tu veux, tu m'enverras un message, je t'en parlerai un petit peu. Trader Shark, je prends jamais de trade avant 8 heures. Si, si, ça m'arrive. Si, si, je prends des trades avant 8 heures. Très souvent, une semaine sur 2, parce que j'emmène, 1 semaine sur 2, j'ai les enfants à la maison et donc du coup, il faut les emmener en cours. Donc sur les coups de 7 heures, 7 heures, 7 heures et demie, c'est le café clope et puis je vais regarder des fois sur les graphiques s'il y a quelque chose de pertinent. Parce que comme tu as le timing d'inducement à 8 heures, tu peux très bien avoir une opportunité, vers 7 heures et demie en disant: «Bah, voilà, OK, on a ça, il y a le timing d'inducement, je vais retourner sur un actif, un peu plus classique». Voilà, par exemple, ça c'est ouais, c'est parfait. Là, ici, on a, notre Asian, le prix qui vient casser. On est sur le timing de 8 heures. Tu peux très bien te dire, bah, peut-être qu'en plus, j'aurai l'exemple pour la contrepartie là pour, Emmanuel. OK. Bah, là, du coup, on peut avoir quelque chose d'intéressant. Je sais pas si le prix revient, mais on a ce niveau, on casse, on vient, on peut avoir un rejet, timing de 8 heures. Bon, je vais tracer un petit peu à l'arrache, mais admettons, on revient dans ce FDG ici pour aller chercher quoi? Bah, on voit toute cette structure, cette sorte de support et donc au moins aller chercher ça. Bon, ça fait un petit trade de merde, mais non, on n'y revient pas en plus. Donc là, on n'est pas revenu dessus. Mais concrètement, oui, 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 des trades, à 8 heures, ouais. Tac, 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 je fais comment pour gérer ma journée? Est-ce que je fonctionne avec, alerte ou je reste devant les écrans? Oh non, avec alerte. Avec alerte. Je reste pas devant les écrans. J'ai autre chose à faire, j'ai pas à quitter, le salariat, un CDI, des 8 heures par jour ou quoi que ce soit pour passer 8 heures sur les graphiques tous les jours. En tout cas, pas à trader. À enseigner et tout, pourquoi pas, ça me dérange pas, mais à trader, non. Passer 8 heures sur un graphique pour analyser des bougies, non, non, non. Jusqu'à quelle heure j'estime qu'il est bon de prendre des trades et à quelle heure c'est fini? Ça, c'est propre à chacun. C'est ce que je disais, moi j'ai pas forcément de critères. J'ai des plages horaires qui sont plus pertinentes que d'autres, mais voilà.
Est-ce qu'il y a des paires qui bougent plus le matin, genre entre 7 et 8 heures? Bah ouais, les paires EU, GU, AUD-USD, t'as des beaux mouvements, hein. AUD-USD, il y a pas longtemps, j'ai comment? Alors c'est Charles qui s'est fait sortir sur un trade et c'est bien dommage parce qu'il était monstrueux. Euh, Est-ce que j'ai réussi à le retrouver? Non, je vais pas réussir à le retrouver. Un bail juste en... Ah si, il est là. Ah non, c'était avant 8 heures. Et il s'est fait mécher là-dessus. C'est con. Mais en soi, oui, oui, t'as des opportunités avant 8 heures. Mais donc du coup, en fait, jouer sur le timing d'inducement de 8 heures. Ouais, Malo, il y a Chris qui a levé la main. Ouais, Chris? Est-ce que tu peux nous apprendre concrètement comment faire les insights pour que ça nous soit bénéfique sur la durée? Bah, les insights, concrètement, moi j'ai une méthodologie qui fonctionne assez bien avec mes élèves et qui est relativement simple, que je vais pas forcément distribuer là, mais dans l'idée, les insights, c'est de comprendre ce qui s'est passé dans la journée. Et essaye de regarder les liquidités qu'il y a eu dans la journée, comment le monde s'est placé, comment ils se sont fait saisir, ce qu'on allait chercher ensuite. Essaye juste d'interpréter ça. Et tu verras que ta vision devrait s'éclaircir. Euh, Emmanuel, c'est quoi ce que j'appelle les bougies d'équilibre? Enfin, une bougie équilibrée. Une bougie équilibrée, donc c'est ce que je disais, c'est une bougie avec un corps classique, mais je vais prendre quoi? Je vais prendre ça. On va prendre ça. Voilà, avec une mèche qui est similairement la même en haut et en bas et qui intervient à la fin d'un mouvement speed. Tu vois, le prix, il a poussé, 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 poussé. Il ralentit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est en train de temporiser au niveau des ordres. Et quand il commence à repartir, bah, voir pour prendre le trade directement au marché en suivant le mouvement. Est-ce que je peux avoir un exemple? Bah, donc ça, c'était AUD-USD. Tac. Qu'est-ce que je peux avoir comme exemple? Ah non, bah, c'est pas un bon exemple. Ah, ouais, si, là. Non, c'est. Si, là. Non, c'est pas un bon exemple. Est-ce que tu vois quand même, enfin, ce que je veux dire, d'avoir une bougie qui, voilà, qui temporise, pas une bougie avec une longue mèche qui montre que ça a été un rejet ou quoi que ce soit, mais vraiment juste une bougie qui pose. Donc, on a un prix qui descend vite ou qui monte vite, puis qui ralentit, et dans ces cas-là, peut-être prendre le trade pour aller chercher les liquidités opposées. Donc, je rentre, ouais. Sur un SL très serré, genre un pips, je prends combien de R à peu près sur du 10 R avec la com? Il manque un bout dans ta question. T'as combien de capital? Tu risques combien de pourcents? Parce que si tu risques 10 balles, tu vas pas prendre 200 balles de commission. Donc là, j'ai pas trop de réponses à te donner. Je sais que des fois, j'ai déjà pris des... Même en prenant un partiel, j'avais pris un trade qui était très serré. J'ai pris un partiel 50%. Je me suis fait BE avec Slippage et la commission était tellement grosse qu'en fait, j'ai pris l'équivalent de R de stop loss. Donc, SL très serré. Ça, c'est juste du calcul. Ça, je te laisse calculer ça. Je vais pas réussir à faire le calcul de tête. Prendre une prise de liquidité HTF pour prendre plus de R. Si tu arrives à imbriquer tout ça, oui, mais moi je me prends pas la tête avec la HTF. Comment rajouter une position dans un trade et où quand le faire? Et Damien, t'as répondu quoi? Quand il y a une prise de liquidité. En fait, ouais, c'est ça, quand on vient induire des acheteurs ou induire des vendeurs pour continuer le sens dans lequel tu étais. Là, tu peux te permettre de scaler. Donc, je vais montrer un exemple. Donc, je vais reprendre un petit peu toujours la même chose, mais voilà, admettons, on a du monde qui achète ici, là, on casse de nouveau, on offre des réactions, on a du monde qui achète, on vient casser à la baisse, ok, donc du monde qui veut se positionner à la vente. Bref, réaction, on speed, on liquide. Ok. Donc là, il y a du monde qui achète, que ce soit par le biais de cette structure-là, que ce soit ici. Eh ben, le prix, quand il descend, s'il vient retaper sur un niveau, là, il casse de nouveau, peut-être. Un trade à prendre ici. Admettons que tu as pris ici, tu peux peut-être reprendre celui-ci et tac, rebelote. On va voir ça, ça.
on casse des structures, on vient mitigate ici, tu peux peut-être reprendre pour continuer à tendance pour aller chercher. Ça, c'est quelque chose qui est faisable, mais il faut que le marché t'offre des opportunités. Mes alertes sur les bah, au niveau sur mes liquidités, une fois que j'ai identifié mes liquidités, je passe mes alertes, là où j'ai mes liquidités, j'ai rien d'autre à faire. Il y a des gens comme moi qui tradent, sur les cryptos? Ouais, bien sûr, alors c'est notamment le BTC, non et d'ailleurs c'est, pareil bien, 2 secondes, DT, je sais qu'il avait regardé là-dessus, donc j'ai encore les tracés normalement. Voilà. J'ai un élève qui a pris cette vente-là et c'est, hem, la même, la même logique. Donc c'est pas pendant la nuit. L'Asian est décalé, sur le BTC, mais c'est la même logique. On a quoi? On a le prix qui vient retaper ici, on a cassé les structures à gauche, on a liquidé, on crée ici un petit choche, on reste sur le BTC, c'est comme le gold, il y a des unités de temps, enfin la structure interne qui a de l'intérêt, le prix pousse, offre des réactions, là, on vient mitigate et donc du coup, il y avait une vente à prendre pour au moins aller chercher ça. Parce que la base, c'est ici et on voit d'ailleurs le prix offre des réactions, comment scaler, on recasse des structures, possibilité de prendre la vente peut-être ici, pour continuer vers le trap. Donc oui, ça fonctionne très bien. Combien de pourcents de risque par trade? Moi, je risque 2 par trade. Je le garde fixe ou j'ajuste selon le setup? Non, non, moi c'est, 2 tout le temps. J'ai pas de stratégie de drawdown où je passe à 1 si j'ai pris 2 stops ou quoi que ce soit, c'est 2 tout le temps. Du coup, trap, c'est plutôt un M5 et contrepartie en M1. Ouais, tu peux l'interpréter comme ça. Je gère comment ce temps pour savoir s'il faut rester devant l'écran ou pas? Bah, avec des alertes, je sais ce qu'il en est. Ça me fait combien de positions en moyenne par mois ou semaine? Bah, ça dépend vraiment des opportunités, je vais juste pas chasser le prix. Contrepartie, considération, BO, break and retest, SMC, chartisme. Alors les traders qui utilisent les indicateurs, je les considère pas. À part ceux qui utilisent Fibo, mais je le considère pas. Tu peux t'amuser à creuser, à expérimenter. Moi, c'est juste que j'ai jamais aimé les indicateurs et j'ai aucune envie de me prendre la tête avec ce qu'ils utilisent. Mais, tu peux, hein, tu peux, libre à toi. Le seul truc, c'est que si tu regardes les stratégies majoritaires, oui, effectivement, il y en a beaucoup qui vont utiliser, par exemple, Ishimoku, les bandes de Bollinger, des choses comme ça. Mais il y a beaucoup plus d'analyse, juste vis-à-vis de la structure seulement. Des stratégies basées sur la structure, plutôt que les indicateurs. Mais t'en as, bien sûr. Ces personnes ont leur signaux grâce aux indicateurs. Ouais, OK. Ah, il y en a quelques-unes des questions quand même. On a un compte à 1 000 000 et on veut mettre, 500 livres. Au bout d'un moment, il y aura une limite si on a un stop loss de 1 pips. Bah, si tu as un compte à 1 000 000, déjà, moi, je te conseille pas d'avoir 1 million sur un broker. Mais, du coup, bah, mettre 5 000 balles sur une position avec un stop loss de 1 pips, bah, calcule. Tu calcules en fait, tu calcules le lot. Ton broker, il y a peut-être une limite au niveau des lots, mais ça j'en sais rien, ça dépend des brokers. Donc là, j'ai pas de réponse, par rapport à ta question. Au bout d'un moment, le scaling s'arrête. Voilà. Bah, je sais pas, j'ai du mal à suivre la question du coup. Je pense qu'on a une limite de mise, j'ai l'impression. Une limite de mise? Bah, que tu peux pas, miser un certain montant, qu'il y a une limite de nombre de lots, j'imagine? Bah, c'est ce que je suppose, de la question, mais ça dépend des brokers et tout. Après, est-ce que j'irai foutre 1 million sur un broker? Non, non, parce que, tu sais pas ce qui peut se passer. Le broker, il peut fermer même s'il est régulé. Il y a des choses, tu as des brokers, même des brokers réputés et tout, qui font, ce qu'on appelle du washing. Donc le washing, c'est quoi? C'est que l'argent, c'est un peu comme une banque. Donc l'argent est mis sur le broker, donc du coup, il t'appartient plus, le broker te doit cet argent. Et eux, bah, quand ils doivent te payer, ils font ce qu'on appelle, bah, c'est pas du blanchiment, hein, mais ils font ce qu'on appelle du washing. Ce qui veut dire que tous les portefeuilles sont mélangés et quand tu fais ton payout, c'est pas forcément, entre guillemets, «l'argent que toi tu as mis» que tu récupères. Et d'ailleurs, je connais quelqu'un justement qui s'est fait avoir à cause de ça, où il avait pas mal, de fonds sur un broker
Et au niveau du washing, donc il a récupéré son argent, mais au niveau du washing, dans le pool de wash dans lequel il était, bah, il y avait des fonds illégaux. Et donc en fait, c'est le pool complet qui a été entre guillemets «gelé» le temps de l'enquête, avant qu'il récupère son argent. Et ça, après, c'est pas de bol, mais tous les brokers le font. Une tu une marge de 20 en moyenne sur les brokers qui t'empêchent de dépasser. C'est possible. Après, comme je le dis, j'ai pas 1 000 000 sur un broker, hein, loin de là. On voit bien l'exemple de la bougie équilibrée. Ouais, exactement. Larry Williams utilise l'indicateur. Très bien. C'est je sais pas qui c'est. Heu, donc ouais, moi je fais que CFD. Alors CFD, concrètement, ça dépend de tes capitaux. Moi, je recommande Fusion parce qu'il est régulé, donc c'est comme IC Market. Les 2 sont régulés en Australie. Le seul truc, c'est que IC Market est régulé en Europe et donc soumis, aux accords de Chypre de 2018, donc avec un levier de 1 pour 30 maximum. Ce qui veut dire que si tu veux risquer, je sais pas moi, je merde, c'est combien? Tu veux risquer un lot sur EU, il te faut 3 600 et quelques euros de marge. Alors qu'avec un levier de 500, bah, tu veux risquer un lot, tu peux avoir, 200-300 balles et ça fonctionne. Donc ouais, moi je recommande Fusion Market. Après Future, j'ai pas d'avis puisque j'utilise pas les futurs. Mon setup le plus safe que je trade, bah, je l'ai fait 2-3 fois, hein. Vraiment, c'est, on vient saisir, voilà, on vient saisir. Donc par exemple, ici, on avait du monde qui vendait, on liquide. Ici, contrepartie, j'ai un order block qui est là. On vient mitigate en haut, je vais pas aller creuser plus loin et voilà, prendre le trade ici, peut-être même celui-là, mais en tout cas celui-ci, oui. Voilà, pour moi, ça, c'est un trade safe et j'ai quelque chose à viser. Comment savoir quand arrêter de trader? Objectif de gain hebdomadaire, moi, j'ai jamais eu d'objectif de gain hebdomadaire, plus une limite plutôt qu'un objectif de gain parce que si tu atteins pas ton objectif, tu as envie de forcer d'atteindre ton objectif. Donc quand arrêter? Moi, honnêtement, mon premier trade, c'est un TP, ma journée elle est faite, hein et je peux très bien me contenter, de me prendre que 2 trades dans la semaine, hein. Là, ça m'est déjà arrivé d'avoir un super bon lundi et c'est bon, la semaine est faite. Voilà, donc ça, savoir quand arrêter de trader, c'est plus par rapport à toi, ton ressenti et tout. Moi, je sais que j'avais tendance à overtrader, maintenant c'est bon, je prends, j'arrive, je prends, je fais ma thune et je me casse et voilà, ça me va très bien. Donc bah, écoute, merci Jordan. C'était un peu, peut-être un peu à l'arrache, mais en même temps, c'est comme ça que je fonctionne. Pas à l'arrache, mais je suis plus pour la spontanéité qu'autre chose. Rendez-vous lundi pour faire des braquages, bah, s'il y a des opportunités sur les marchés. Mmh. OK, bah, Kev, ouais, bah, tu vas voir la vidéo, elle est sur les stop loss. Donc ça va parler à tout le monde. C'est comment les gérer, comment les accepter. Ça, je vous le dis, hein, n'allez pas croire que parce que vous prenez un stop loss, vous êtes nul. Pensez ça, c'est comme, d'avoir peur, de se considérer mauvais à la boxe juste parce qu'on a pris un taquet, c'est exactement pareil. Tu veux faire braquer, prends tellement de SL, peu de TP, à prendre tes stop loss. Bah, tu sais quoi? Franchement, regarde la vidéo parce que ça, on peut pas juste se contenter de dire: «Bah, je prends que des SL et peu de TP». Dans ces cas-là, apprends de tes stop loss. Les stop loss, c'est des leçons, hein. Au début, c'est des erreurs. Ensuite, si tu répètes toujours la même chose, ça devient une faute parce que tu sais où est le problème. Moi, je sais que, par exemple, à un moment, j'avais tendance à très facilement me laisser, emporter par l'overtrading. Bah, je peux pas pigner d'avoir pris des stops. J'overtradais. À partir de là, je sais que mon erreur, elle est là, faut que je la corrige. Donc ouais, donc ça peut être, technique, ça peut être plein de choses. Tu as décelé du FOMO. Le truc, c'est que le FOMO, c'est relativement vaste. Hem, bah, les élèves que j'ai qui sont présents ici, le savent. On avait fait un live sur, le FOMO et tu vas voir que c'est déjà assez large. Juste la précipitation, le FOMO, c'est déjà assez large. Il y a tellement de raisons possibles à ça. Comment je gère la tentation de plus prendre de trades? Le truc, c'est que de vouloir prendre des trades tout le temps, c'est comme de vivre dans un casino. Tu vois? C'est comme de trader tous les jours. C'est comme de vivre dans un casino. Je connais personne qui vit dans un casino et qui finit riche. C'est mort. Tu finis par perdre, c'est évident. Bah, le trading, c'est pareil. Donc non, à côté de vie et encore je vis simplement, j'ai le choix de faire ce que je veux, en fait. Moi, c'était mon but premier. Le trading, c'était pour moi, la liberté donc géographique, oui, même si je suis pas un grand voyageur, mais
la liberté géographique, la liberté financière, dans le sens où, bah, si j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas et vraiment la liberté de choix. Pour moi, c'était le plus important. C'est de choisir ce que je veux faire et ce que je veux pas faire et ne pas me dire: «Ah, je vais pas faire ça parce que j'ai ça à payer». Enfin, en fait, moi, j'ai vécu avec des galères, enfin, j'ai évolué avec des galères de thunes entre, ma majorité et maintenant, où je faisais des choix à la con et je me retrouvais dans la dèche et ensuite tu dis: «Bah non, du coup, je pars pas en vacances» ou je peux pas parce que j'ai cette facture d'élec à payer», par exemple. Mais ça, c'est mort. Ça, c'est mort. C'est l'un des drivers, je voulais pas me dire: «Ah non, j'ai l'angoisse de faire ça parce que j'ai une facture à payer». La liberté, c'est ton but aussi. Bah, je pense qu'il faut plus que l'envie d'argent pour performer dans le trading. Comment faire pour prendre plus de SL probabiliste et moins de SL formateur? Bah, apprendre de tes SL formateurs pour plus les répéter. Heu, je me suis déplacé de Lorient à Nantes. Alors je suis pas à Lorient, mais ouais, c'est un grand voyage, ouais. À un moment, vers fin 2024, j'ai étudié les marchés en M1. Qu'en as-tu retiré? De l'expérience, vraiment de l'expérience parce qu'en M1, et à ce moment-là, je tradais pas de la même manière que maintenant, mais rien que là, je regardais ce qui se passait sur le comportement des bougies en M1, donc j'en ai retiré beaucoup de pression parce que du coup, c'est un truc d'hyperventiler de trader seulement sur la bougie M1 et sur le comportement du prix. Donc avec beaucoup de stop loss, de la perte, des choses comme ça, mais de l'expérience aussi. Heu, toi aussi, c'est la même chose, ton boulot, mais c'est juste une sécurité et je pense que c'est une bonne chose. Soit, il y en a qui ont leur boulot parce qu'ils kiffent ça et il y a aucun souci. Autrement, par sécurité pour pas dépendre que de son trading, c'est OK. Je vois, il y a Vince, donc Vince, il a son témoignage sur, la chaîne de témoignages. Il bosse dans un yacht club. Alors qu'il a pas besoin de bosser là-bas. Il fait suffisamment d'argent avec son trading pour pas bosser là-bas. Mais il aime ce qu'il fait, parce qu'il est coach sportif là-bas, que c'est un truc qui lui plaît, c'est assez élitiste et tout, ça le fait vibrer. Pourquoi il quitterait son taf? Le but, c'est d'avoir une vie à la hauteur de ses ambitions. On n'est pas obligé d'avoir des ambitions démesurées, mais il faut juste avoir une vie à la hauteur de ses ambitions. Hop, dernière question. Ouais. Quels sont les éléments qui m'ont permis une réelle évolution dans mon trading ou avoir un début de rentabilité? OK. Alors, il y a plusieurs éléments. Et ça, c'est plus en termes de parcours qu'autre chose. Quand j'ai commencé le trading, donc j'avais mes raisons de vouloir en faire, mais j'avais l'impression de bosser, mais je bossais pas. Je bossais pas, je faisais semblant. Je me remettais pas en question, je remettais le marché en question, mais moi, c'était jamais de ma faute, le marché, il est méchant, bla bla bla, ce genre de conneries. Puis à un moment, j'ai pris, une formation, donc c'était la formation de ToastFX. Quand j'ai pris sa formation, je lui ai dit: «Écoute», enfin, on rigolait et tout, il avait fait le 75 hard et je lui ai dit: «Écoute, si je fais le 75 hard, si je le finis, bah, je débarque à Lyon». Donc, j'ai réussi à faire le 75, j'ai envoyé un message, je vais: «C'est bon, je débarque à Lyon» et c'est en rencontrant quelqu'un qui vivait de son trading, en passant un week-end avec lui, ou en rentrant, je fais: «OK, c'est bon, c'est vraiment ça que je veux». En fait, j'avais juste l'idée, mais sans le voir réellement. Donc une fois que j'ai vu réellement ce que c'était, j'ai compris que effectivement c'est ce que je voulais et donc là, par contre, là, j'ai bossé pour de vrai. Donc mon évolution, elle s'est faite à ce moment-là. J'ai bossé, comme un connard pendant 2 mois. Je faisais des insights et tout, alors qu'en fait, je le faisais pas réellement avant. Donc je l'ai fait pour de vrai. J'ai foutu 400 balles sur un fonds propre et j'ai fait fois 3, enfin précisément 312 en 2 mois. Et à partir de là, en fait, j'ai regardé et en regardant derrière moi, je fais: «Bah, tiens, ça fait 2 mois que je suis pas en perte» et c'est là où j'ai commencé à découvrir la rentabilité. Mais c'était une rentabilité de merde parce que, j'ai fait 312, puis après j'avais cramé près de la moitié de ce que j'avais gagné et ainsi de suite. C'était que en dents de scie, il y avait pas de constance. Donc par contre, je m'étais habitué à bosser. iPhone de Ben est entré dans la salle d'attente. Bah, Ben, il arrive tard. Donc voilà. J'ai répondu à ta question, Emmanuel? Tu veux passer un week-end avec moi? Bah, ça, ce sera plus tard, je pense qu'à un moment, je ferai peut-être une rencontre ou un truc comme ça. Là, pour l'instant, je préfère me concentrer, sur ce qui fonctionne, ce que je veux mettre en place, je veux pas brûler les étapes. Comment être rentable pour pouvoir prendre ton accompagnement? Ah bah non! Ah bah non! Oh t ça, demander ça, ça me rappelle une autre personne, c'est moi franchement, j'irai à la salle de sport le jour où je serai musclé. Ça fonctionne pas.
Ça fonctionne pas. Non, bah, en tout cas, c'était cool. Je voulais essayer. Je pense que si je le refais, je vais peut-être essayer de faire ça, genre tous les 2 mois, quelque chose comme ça, mais essayer de plus se structurer. Je voulais voir déjà si ça attirait du monde, si ça pouvait vous brancher. Je vois que oui, parce que là, on est combien? Une trentaine. Moi, c'est cool. Pas besoin de plus. Pourquoi je traite plus avec les IBDR et tout? Parce que, va regarder la vidéo, sur ICT. Va regarder ma vidéo sur ICT. Moi, j'aime quand c'est simple. J'aime quand c'est simple. L'IBDR, finalement, ça me bridait. De me faire chier avec 50 unités de temps et 50 concepts différents, ça me faisait chier. J'aime quand c'est simple. Là, je me prends plus la tête.